Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation et au 25e colloque du risque. Je me présente, je m'appelle Lies Laïsaoui, je suis administrateur du réseau, administrateur de réseau risque. Donc la présentation d'aujourd'hui, elle va tourner autour de la qualité de service. C'est un service qui est présentement en cours de développement, donc on va vous présenter où est-ce qu'on est rendu par rapport à ce service-là. Donc, sans trop tarder, comme le titre le mentionne, l'offre du risque, le défi du membre. C'est un service qui va être, au fait, c'est un travail collaboratif avec les membres. Une partie de cette qualité de service ça va être implantée au risque, l'autre partie, c'est le membre qui va l'implanter dans son réseau. C'est pour ça le titre, l'offre du risque, le défi du membre. Donc, là, le plan de la présentation, on commence par le contexte. Pourquoi le risque est en train de tester la qualité de service pour offrir ce service? Pourquoi ce service doit être... pourquoi le risque doit offrir ce service? Puis le deuxième point, on va définir 5 points, qui est la définition de base, c'est quoi la qualité de service, suivi des modèles qui sont implantés dans l'industrie, les deux modèles. Le troisième point, c'est les classes de services que le risque a choisies. On va les définir un par un. Ensuite, les tests qu'on a faits avec un de nos membres et éventuellement vous présenter les résultats qu'on a obtenus. Pour terminer avec une conclusion. Bien sûr, il va y avoir une période de questions. Si jamais le temps nous manque pour les périodes de questions, je vais être disponible après la présentation pour répondre à vos questions. Donc, sans trop tarder, le contexte pourquoi la qualité de service est là. Donc, initialement, c'était une demande qui venait des membres. Ce n'est pas parce qu'il y a une congestion dans le réseau du risque que la qualité de service va être là. Donc, initialement, ça venait des membres. Suivant cette demande des membres, il y a eu des réunions, puis des présentations dans les réunions pour débattre, pour, au fait, générer un premier draft de c'est quoi les critères de ce service qui va être en service, c'est-à-dire c'est quoi le type de qualité de service que le risque devrait offrir par rapport aux membres. Après les différentes les réunions, on a pu élaborer les critères pour ce service qui a été estampé par le sous-comité d'architecture en 2011. Une fois le premier draft a été sorti, on a commencé à l'implanter dans le réseau du risque avec l'ancienne génération qu'on avait sur la dorsale. On a eu de la misère à l'implanter vu la limitation hardware des équipements qu'on avait dans la dorsale. Puis on était dans l'impossibilité d'offrir ce service avec les équipements qu'on avait dans la dorsale. Mais comme vous le savez tous, on a 80% à 90% de notre dorsale qui a été migrée vers des équipements de nouvelle génération. Donc, de ce cas-là, on a recommencé à implanter la qualité de service sur ces nouveaux équipements. Puis, ça va aller jusqu'à l'été 2015. La définition de base, ça, je ne vous apprends rien, c'est quoi la qualité de service sur Internet? C'est juste un mécanisme qui dit que tel paquet qui appartient à une application X soit prioritaire par rapport à l'autre paquet qui appartient à une autre application. C'est juste prioriser paquet par rapport à l'autre. Quand on parle de terme qualité, il y a 3 gros paramètres. Il y en a plusieurs, mais les 3 gros paramètres critères, on parle de bande passante, on parle de délai, puis on parle de variation de délai. C'est les 3 critères principaux pour définir une qualité. Le service, ça va atteindre le niveau applicatif. C'est pour que ces applications continuent à rouler avec leurs exigences en cas de congestion. Ici, on a spécifié la téléphonie, vidéo, puis BitTorrent. Donc, chacune de ces applications peut avoir une priorité dans le réseau au cas de congestion. Puis, en cas de congestion, on va supprimer ou bien on va dropper quel type de paquet qui appartient à tel type d'application. Ce service de qualité de service, il va être disponible uniquement sur les LAN extension du risque puis le service intra-risque. On ne peut pas offrir le service qualité de service sur d'autres services où on n'a pas le contrôle de bout en bout, qui est logique. C'est pour ça l'une des raisons pourquoi l'Internet commercial, il n'y a personne qui offre la qualité de service parce qu'on n'a pas le contrôle des deux bouts. Les 2 modèles de qualité de service. Il y a 2 gros modèles qu'on retrouve généralement dans l'industrie. C'est le InServ qui est défini dans le RFC 1633, puis le DiffServ. Le InServ, au fait, c'est un protocole, c'est une technologie, c'est un modèle qui est basé sur un protocole de signalisation.
J'ai mentionné le RSVP comme protocole de signalisation qui est souvent utilisé. Ce modèle est basé par la séparation de flux, c'est-à-dire c'est un modèle individualisé. L'autre modèle, c'est le DiffServ qui, lui, est basé sur la séparation par classe de trafic. Le risque a opté pour le second modèle. Le premier s'adapte très mal dans notre réseau. Parce que le premier, c'est juste une translation de la convergence des réseaux téléphoniques standards qui étaient basés sur les technologies de commutation de circuits vers le réseau Internet qui, lui, est basé sur la technologie de commutation de paquets. C'est pour ça que le protocole de signalisation, il parcourt le réseau pour réserver les ressources, qu'il sera mal adapté selon l'architecture du risque. Donc, le modèle qu'on a choisi, on va utiliser ce modèle pour classifier le trafic. Les approches qui ont été retenues, il y a plusieurs manières de classifier un trafic. Je me mets à la place du membre puis je dis, c'est quoi les types de trafic qui circulent dans mon réseau? Comment je peux le classifier? Je peux utiliser des millièmes de méthodes. Je peux dire, telle source adresse, telle source de port, protocole, tu t'en vas vers cette file d'attente. Telle adresse, je peux faire des classifications par rapport à des sources d'adresse, à des ports, puis à des champs aussi, qui s'appellent des champs fixes, qu'on appelle du behavior aggregate. Donc, nous, le risque, parmi tous ces types de classification, il a retenu deux types, le DSCP puis le COS. Je vais expliquer ça plus tard, ces champs-là. Puis, il va aussi utiliser le mode trust du membre, c'est-à-dire, il y a une relation de confiance avec le membre. Le membre, il va classifier son trafic, il va le marquer, puis il va l'envoyer au risque. Le risque, il va truster la classification du membre pour ensuite offrir le service par type de trafic. Donc, comme le risque, il a retenu les deux types de classification qui est DSCP, puis qui est le COS. C'est quoi ces champs-là? Nous, on est humains, on sait que je suis administrateur de réseau, j'ai un codec qui génère ou bien qui codifie le signal analogique d'une caméra vers du numérique. Je sais que ce codec, son trafic est critique, il doit passer prioritaire. Mais comment interpréter ça sur les machines? Comment les machines puissent savoir que le trafic qui transite par les machines, c'est un trafic critère ou pas vis-à-vis du délai, variation de délai et tout. Qu'est-ce qu'on sait à propos de ces machines? C'est qu'ils regardent des champs qui se trouvent dans les entêtes de protocole pour faire leur job traditionnel. Donc, un routeur, il va lire seulement le niveau 3. Traditionnellement, on peut aller plus là. Donc, il va regarder... Excusez-moi. Merci, Richard. Donc, il va regarder le champ IP source, IP destination pour router. C'est un routage classique. Donc, on se dit, pourquoi pas? Il fait du routage sur routeur. Pourquoi ne pas utiliser d'autres champs pour dire, en plus qu'il va router, qu'il va bloquer, il va faire sa job traditionnelle. Pourquoi lui dire, en plus de ça, tu vas checker, tu vas vérifier le champ qui est là pour dire, OK, je route le paquet, puis je sais que c'est un prioritaire, fait que je vais le mettre dans une file d'attente qui est prioritaire. Fait que ce champ, il est fait pour ça. C'est le TOS, on appelle, c'est le type of service, qui lui est codé sur 8 bits. Dans ces 8 bits, il y a deux manières d'utiliser la qualité de service. On peut prendre les 3 derniers bits les plus significatifs à gauche, qui s'appellent le IP précédence. Puis on peut utiliser 6 bits, qui utilisent le DSCP, c'est DiffServ Code Point. Donc, parmi ces deux codes, le risque a retenu, comme j'ai mentionné dans les slides précédentes, le DSCP. Il est codé sur 6 bits. Ça veut dire quoi, codé sur 6 bits? Chaque bit, il peut avoir 0 et 1, donc c'est 2. Le nombre de bits, c'est 6. Donc, 2 à la puissance 6, on a 64 possibilités. 64 possibilités, comment on peut interpréter ça? On peut dire qu'on a 66 possibilités de type de trafic. C'est immense, mais on ne va pas toutes les utiliser. Fait que, parmi les 64 probabilités de type de trafic, le risque a retenu 3 types de trafic qui sont critiques pour les membres. Les 2 derniers bits, c'est le ECN, c'est l'explicit congestion notification, ne sont vraiment pas utilisés. Donc, pour le niveau 3, le risque va utiliser le champ DSCP pour classifier le trafic qui vient du membre. Maintenant, le membre qui veut marquer ses paquets au niveau 2. On parle de Ethernet, généralement la technologie la plus utilisée, c'est Ethernet. Au lieu que dire, j'ai ce serveur IP, je lui mets une DSCP, c'est niveau 3 parce qu'il a une IP, je vais lui mettre une valeur DSCP. Je préfère mettre
la priorité sur un VLAN niveau 2. Donc, les switches, pour commiter une trame, ils vont regarder destination adresse, source adresse, etc. pour faire leur travail. En plus de ça, c'est la même chose que niveau 3. On va rajouter de l'information sur ce champ qui se trouve dans les Ethernet avec trame. Donc, les trames Ethernet standard, le 802.3, quand on rajoute un VLAN à cette trame, elle devient le 802.1Q. Donc, on sait que le niveau 2 que le risque offre à ses membres, c'est le fameux tunneling. Donc, les LANex utilisent le niveau 2. Fait que les trames qui vont... l'utilisateur, au niveau du réseau local du membre, il va marquer son VLAN, supposons voice qui est critiquaire. Il sait c'est quoi son VLAN qui est à l'intérieur de son réseau local. Il va juste rajouter ici une valeur qui dit ce champ-là, qui s'appelle priorité, est codé sur 3 bits au lieu de 6 bits par rapport à 10 bits. Fait qu'on a 8 possibilités. On peut dire qu'on a 8 types de trafic. Le risque a retenu 3 aussi. C'est la même chose niveau 2, niveau 3. Fait qu'il va mettre ici, non seulement son VLAN, il va transiter dans le réseau du risque, il va dire, OK, je vais choisir la valeur ici 5 pour dire que c'est de la voie. Fait que la switch, quand elle commute son trafic, elle va regarder ce champ-là, puis elle dit, oh, il passe 0, il est à 3, ça veut dire que c'est une trame prioritaire, elle doit devancer les autres trames en sortie pour minimiser le délai ou la variation de délai. Le risque recommande cependant pour les deux, ceux qui n'ont pas encore configuré la qualité de service dans le réseau local, le risque recommande d'utiliser le DSCP pour les services futurs, que je vais vous en parler plus tard. Un autre point important, c'est les membres qui utilisent les VLAN natifs puis qui veulent transiter dans le réseau du risque. On sait qu'un VLAN natif, par défaut, dans les équipements, il n'est pas tagué. Fait que ce champ-là n'est pas là. Fait que quand il envoie un risque, puis il me dit mon VLAN natif, il faut que ce soit prioritaire, le risque, il peut pas, les équipements de risque ne peuvent pas lire ce champ. Fait qu'ils ne peuvent pas dire est-ce qu'il est prioritaire ou pas. Fait que le membre, qu'est-ce qu'il va faire? Généralement, les nouvelles générations des commutateurs permettent de taguer, de marquer le VLAN natif. Fait que je demande aux membres de taguer leur VLAN natif, puis mettre la valeur que je vais vous mentionner plus tard, c'est quoi? Pour dire ça appartient à quel type de trafic. Puis le niveau 2 COS, effectivement, il est disponible uniquement pour les LANex. Si jamais le membre ne tague pas son paquet, puis nous envoie son tag, un VLAN natif qui n'est pas tagué, la switch de risque, elle va checker ça, il ne trouve rien, elle va mettre la valeur de 0 par défaut, fait que le trafic il va aller vers une file d'attente qui est best effort, c'est-à-dire sans priorité. Les valeurs, maintenant, je vous ai mentionné les 64 valeurs possibles de DSCP pour le niveau 3, ils sont là, puis les 8 valeurs possibles pour le niveau 2. Ceux qui utilisent les VLAN, ceux qui utilisent niveau 3, niveau 2. Les valeurs qui ont été retenues par le risque, c'est ceux qui sont encerclés. Fait qu'un membre qui a un codec téléphonique puis veut faire une téléconférence sur son campus qui est de Québec à Montréal, peu importe, distant, puis son trafic transite par le risque, OK. Je vais marquer mes codecs de téléphonie, tous mes paquets qui vont transporter du RTP, tout ce qui est téléphonie. Je vais marquer mon DSCP 46. Donc, son comportement, le behavior ici, son comportement, c'est expedited forwarding. Ça veut dire qu'il va avoir une priorité stricte. Donc, pour nous, les paquets qui arrivent de membres avec un marquage 46, ils vont aller avec une c'est la plus haute stricte priorité, c'est-à-dire c'est juste pour qu'il y ait moins de délai, moins de latence, puis moins de jitter, la variation de délai au fait. Puis la bande passante allouée, on va voir c'est quoi la bande passante allouée pour chacun des services. Si le membre utilise la vidéoconférence, puis il y a toujours ses codecs ou ses serveurs, s'il utilise le DSCP, il va marquer la valeur 34, qui est l'équivalent du Assured Forwarding 41. Pour le risque, le paquet, quand il rentre, il va y vérifier le 34. Pour lui, c'est de la vidéoconférence. Éventuellement, il va y avoir une priorité haute, pas stricte, haute, avec toutes les prérequis pour la voix, c'est-à-dire un délai minimum, etc. Pourquoi? Parce que dans la vidéoconférence, il y a de l'audio qui est véhiculé dans les streams vidéo. Le troisième marquage, là, c'est le 8. Ça, c'est le trafic qui peut être sacrifiable en cas de congestion. J'ai plusieurs types de trafic dans mon réseau.
je mets un point d'interrogation. Si je me donne un choix, s'il y a une congestion, je commence par dropper quoi? Donc, tout ce qui est trafic, moi je ne connais pas le type de trafic qu'il y a chez Le Mans, mais si Le Mans ne veut pas passer du Netflix pendant du congestion, il faut juste marquer son DSCP8, puis il va passer avec best effort tant qu'il n'y a pas de congestion, puis il n'y a pas de congestion sur les réseaux de risque, mais au cas où un PC dans son réseau qui est compromis, puis génère beaucoup de trafic, puis consomme toute la bande passante qui a été allouée, c'est ces paquets-là qui vont être droppés, c'est-à-dire son Netflix ou de BitTorrent ou quelque chose. Là. Ici, il ne faut pas trop se soucier pour le 0. Il ne faut pas marquer le 0. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va checker. Si c'est 46, il va aller dans une file d'attente stricte prioritaire. Si c'est 34, il va aller dans la vidéoconférence. Si c'est 8, il va aller dans du trafic qui peut être sacrifiable en cas de congestion. Si ces trois valeurs ne sont pas là, nous, on va s'assurer de le mettre à 0 pour qu'il rentre dans le réseau, dans la file d'attente qui est best effort. Puis c'est la même chose, j'ai la même chose pour ceux qui utilisent le niveau 2, là, le COS, c'est l'équivalent. S'il met 5, c'est l'équivalent de 46 pour nous, fait qu'on va le mettre dans la priorité stricte. C'est la même chose pour le 4, pour le 1, pour le 0. En fait, ça, c'est des valeurs décimales qui représentent le champ qui est codé sur 3 bits. Maintenant, comme j'ai mentionné, les trois chiffres, 46, puis 34, puis le 8, c'est chacune de ces files d'attente. Ils vont être desservis d'une manière priorité stricte. On va lui donner combien de bandes passantes, c'est-à-dire assurer un pourcentage de bandes passantes pour chacune des services. Puis ici, on va les définir par un. Le premier, qui était codé avec DSCP 46 ou 5 au niveau 2, le COS. Si le paquet arrive du membre avec la valeur 46, ça c'est la responsabilité du membre, le premier, la classification et l'identification. Les autres paramètres qui sont ici, c'est la responsabilité de risque de les fournir. Ça, c'est un peu plus qu'on connaît, ça existe sur Internet, je ne vous apprends rien. Pour dire que c'est une file d'attente qui est réservée pour la voie sur IP, il faut que la perte des paquets soit inférieure à 1. Il faut que la latence unidirectionnelle est à 150 millisecondes maximum. La moyenne unidirectionnelle du jitter, qui est la variation de délai, doit être inférieure à 30 millisecondes. La bande passante minimum, c'est 640. Ici, quand j'ai juste mis, ça va dépendre des codecs audio au fait qu'on utilise. Si on utilise du G711, 719, ça c'est le minimum. On va offrir plus que ça le risque. Fait que le risque, combien il réserve pour la classe qui est marquée 46, destinée pour la voie sur IP? Il va donner 5% de la capacité du lien pour ce service. Ici, c'est juste pour montrer les tests. Comme j'ai dit, le premier point, c'est la responsabilité du membre. Tous les autres points, c'est la responsabilité du risque. Est-ce que dans le réseau de risque, on est inférieur à ça? Est-ce qu'on répond à ces besoins-là qui sont spécifiés? Fait que je me suis mis la peine de faire des tests entre l'Université de Québec puis un LAN que j'ai installé au risque. J'ai simulé un codec audio qui utilise le codec G711. Puis qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu juste un petit pic, puis après, le pic, il a atteint 2 millisecondes. Ça, c'est la variation de délai jitter versus 30 millisecondes qui a été définie. Puis après, ça stabilise à 0. Le nombre de paquets que j'ai perdu, c'est 0 paquets que j'ai perdu. Fait qu'on est là. Fait que tout ce qu'on demande, on est vraiment inférieur à ce que les recommandations disent. Je suis allé encore plus loin. Fait que je me suis dit, Québec-Montréal, je vais aller sonder nos deux sites qui sont les plus éloignés au risque. J'ai pris un équipement qui est à l'Université de Québec en Abitibi, puis j'ai pris un collège à Chicoutimi, les 2 points extrêmes, puis j'ai dit c'est quoi la latence que j'ai entre ces 2 points. Fait que j'ai obtenu 14 millisecondes entre les 2 bouts de la province, puis j'ai obtenu une perte de paquets de 0%. Ça, c'est le maximum valeur que je peux avoir entre les extrémités de réseau. Puis en plus de ça, les tests que j'ai faits, je les fais en best effort, c'est-à-dire je ne les ai pas priorisés pour avoir les valeurs critiques que je peux avoir. Fait que j'ai atteint 14 millisecondes versus 150 millisecondes que les critères pour que la voix passe sans avoir d'écho, etc. La deuxième classe de service, elle est destinée pour la vidéoconférence, du streaming vidéo qui est important. Donc,
comme pour la voix, la première, c'est la responsabilité du membre de marquer son paquet pour dire « OK, ça c'est ma vidéoconférence qui va passer ». C'est quasiment les mêmes paramètres ou les requis pour ce type de service. Pourquoi ici j'ai mis de 1 à 5%? Parce que ça va dépendre. Si c'est de la vidéoconférence, on sait que c'est de l'audio qui est là-dedans aussi. Fait qu'il faut que le perte de paquet soit la même chose que l'audio qui était dans le EF. Puis 5%, dans le streaming, on peut aller jusqu'à 5% de perte de paquet sans que l'utilisateur se rende compte. La latence, c'est toujours 150 parce qu'on a aussi de l'audio, puis le jitter, c'est la même chose. Pour ce service, le risque, il offre 25% de la capacité du lien, versus 5% pour l'audio, c'est normal. L'audio n'est pas supposé avoir beaucoup de trafic, par contre, la vidéoconférence, oui. Là, on commence à diffuser, à utiliser des codecs plus performants avec des codecs, des MP4, etc., qui peuvent générer de l'image de qualité HD. Fait qu'on a besoin de la bande passante. La troisième classe, si l'équipement de risque va regarder. Si le marquage du client n'est pas de l'audio, n'est pas de la vidéo, je mets ça comme best effort. Donc, il n'y a pas de priorité. On va livrer le paquet, mais il n'y a pas de priorité. Sauf, dans ce best effort, c'est là qu'on a inclus la poubelle. Ils vont utiliser la même file d'attente que le best effort, sauf si le DSCP égale 8, j'ai plusieurs trafics qui rentrent dans la file d'attente qui est best effort, puis on regarde si c'est 8, je vais mettre un drapeau sur ces paquets qui c'est sacrifiable. Je vais mettre une probabilité de perte de paquets élevée par rapport au DSCP8. Ça veut dire que quand il y a une congestion, je vais commencer à dropper dans les files d'attente qui sont dans le best effort, mais je vais dropper qui? J'ai plusieurs. Je vais commencer par le trafic sacrifiable qui a une valeur de DSCP8 ou bien le CS1, c'est le classe sélecteur 1. Ici, on a schématisé comment la classification, j'ai utilisé DSCP au lieu COS. Donc, le paquet qui arrive au membre, le membre, il a identifié ces trafics, il les a marqués, il va les envoyer au risque. Ici, l'équipement de risque, il va regarder. Si le membre a marqué son trafic avec 46, pour nous c'est de la voix, je vais l'envoyer à une file d'attente strictement prioritaire. Je vais lui réserver 5% de la capacité du lien pour s'assurer qu'il n'y a pas de délai, puis elle va sortir la première. Si le 34, c'est de la vidéo, il va avoir une priorité haute, pas stricte, mais haute, mais aussi avec tous les délais minimes, puis les variations de délai minimes aussi, puis elle va avoir 25% de la capacité du lien qui va sortir. Ici, 3.3, c'est juste mentionné qu'ils vont utiliser la même file d'attente qui est best effort, sauf on va marquer les paquets qui sont sacrifiables. Le membre qui marque le 8, il va partager la même, mais en cas de congestion, c'est lui qui va être droppé en premier. Puis, ces différents types de trafic qui vont passer par un ordonnanceur, un scheduler qui, lui, il va laisser passer les paquets par priorité. Ici, c'est un tableau récapitulatif de tout ce que j'ai mentionné. La troisième colonne, c'est la responsabilité du membre. Toutes les autres, c'est la responsabilité du risque. Donc, 46.5, il va tomber dans une classe qui est avec une priorité stricte, destinée seulement pour la téléphonie sur IP. La vérification d'accès, oui, parce qu'on vérifie le code, il va aller dans une file d'attente strictement prioritaire, puis on va lui donner un 5% de la capacité du lien. Un maximum de 50 mégabits. Je trouve que c'est une valeur généreuse. On donne 5% au maximum jusqu'à 50 mégabits. C'est une valeur très généreuse pour véhiculer uniquement de la voix sur IP. Mais cette valeur, en fait, ça a été identifié par la relation de confiance qu'on a avec les membres. Donc, c'est beaucoup plus, on vous fait confiance, donc utilisez cette classe uniquement par la voix, pas autre chose. Fait que nous, on ne s'attend pas à recevoir du BitTorrent sur cette classe-là. On s'entend. La même chose pour la vidéo, vous avez 25% de capacité du lien, un maximum de 100 mégabits. Puis la même chose ici, on ne check pas, on met toujours à 0. Si les valeurs ne sont pas matchées, fait qu'on on la met dans le best effort. Puis le trafic sacrifiable, c'est le DSCP8 ou bien le COS qui est égal à 1 au niveau 2.
Ici, il ne faut pas juste mélanger la capacité des liens, j'ai mis 100%. Tant que ces deux-là ne sont pas utilisés, vous allez avoir votre 100% de la bande passante. Si simultanément vous avez utilisé 2% du EF, vous allez avoir 98% du best effort. Les membres actuellement qui n'ont pas de classe de service, ils sont situés ici. Sont bien sûr le graphique, ça veut dire qu'ils ont la bande passante totale dans le réseau du risque. Le dernier point à retenir, c'est en cas de congestion, parce que la qualité de service a un sens, c'est en cas de congestion. En cas de congestion, l'ordre de paquets qui vont dropper, c'est de bas vers le haut. Donc, le trafic sacrifiable, il va être droppé. Si la congestion demeure là, le best effort commence à dropper, etc. Si on arrive à dropper à cette classe ou cette classe, ce n'est vraiment pas un problème de qualité de service, c'est un problème de dimensionnement de lien. La qualité de service ne peut rien faire si tu es arrivé à ce niveau de congestion. Ça veut dire soit il faut doubler le lien au niveau du risque. Ça, je ne pense pas que c'est le problème de dimensionnement du lien. Ça veut dire aussi, le cas le plus probable, c'est qu'il y a un trafic qui est mal marqué au niveau du membre qui arrive au risque. Si quelqu'un, comme j'ai vu les dernières présentations, quand on voit un étudiant s'assied dans la cafétéria avec un ordinateur portable, on pense qu'il a un Windows puis un système d'exploitation qui roule, mais non. Dans cet ordinateur, il peut rouler 3 ou 4 routeurs virtuels. Puis il peut générer du trafic du EF à partir de son PC pour aller sur le réseau du membre. Puis le membre, s'il fait truster son réseau d'accès à n'importe qui, il peut un seul ordinateur peut remplir les 50 mégabits de façon volontaire ou involontaire. On va revenir plus tard pour les best pratiques, au niveau les meilleures pratiques pour les membres à faire dans le réseau. Le défi de membre ici, comme j'ai mentionné tout à l'heure, avant qu'on arrive à ce point-là, je me mets à la place du membre, je regarde. J'ai un réseau, le risque m'offre 3 classes de services, il faut que j'identifie mon trafic. Okay? J'ai un réseau d'accès, c'est les PC des utilisateurs, des étudiants, des professeurs, du personnel. J'ai d'autres serveurs de la vidéoconférence, mes codecs que j'utilise pour faire la vidéoconférence avec mon campus qui est lointain. Fait que déjà, j'ai identifié le trafic. Fait que je commence d'abord par sécuriser mon réseau d'accès en termes de membres. Je mets tous, excusez le mot, avec un trust. Je fais confiance à aucun marquage de paquet qui vient de ma périphérie de réseau. Ensuite, je vais débloquer les ports par confiance. Je sais que mon serveur codec, mon équipement codec, mon serveur de la vidéoconférence, il est sur un VLAN X sur ma switch d'accès. Je m'en vais à ce port-là, puis je le marque avec 34. Je sais que ma téléphonie arrive sur un VLAN, les autres, je vais les laisser tous en trust. Fait que, c'est la manière de commencer à identifier son trafic dans son réseau, puis le marquer avant de l'envoyer au risque. Là, ce scénario, c'est les membres qui ont déjà configuré la qualité de service. Même si le risque offre le best effort, on a vu qu'il y a des membres qui utilisent dans leur campus de la téléphonie, de la vidéoconférence, puis probablement ils ont configuré dans le réseau local de la téléphonie. S'ils ont utilisé un autre champ, qui est le IP précédence, alors que le risque utilise le DSCP. Il n'y a rien à changer dans le réseau, c'est juste pour que ce soit conforme avec les prérequis de risque, il faut qu'il marque, si par exemple le membre a utilisé le IP précédence pour dire mon voice VLAN, je l'ai marqué avec le CS5 ou bien avec DSCP, parce qu'il est codé sur 3 bits, je donne 5. Le risque, il s'attend à recevoir les paquets de la voix avec ce DSCP. J'ai juste à marquer le trafic qui sort du membre vers le réseau du risque avec la valeur qu'on a mentionnée. Le paquet rentre dans le réseau du risque, il va véhiculer toute la dorsale, il va sortir de l'autre point d'accès où est-ce qu'il y a le campus de membre. Puis le membre, qu'est-ce qu'il va dire? Tous les paquets qui viennent du réseau du risque avec 46, je vais les remapper à ma valeur que j'avais ici. Puis ils vont continuer dans mon LAN avec la qualité de service pour ce type que j'utilise dans mon LAN. Puis c'est la même chose pour la vidéoconférence. Là, on a terminé avec les concepts puis la théorie, on passe à la pratique. Donc, les tests qu'on a faits, on a fait un test de qualité de service basé sur le LANEX avec l'Université de Québec à Québec, que je tiens à remercier M. Kebièche et le personnel de l'Université de Québec pour le temps qu'ils nous ont accordé pour faire les tests de qualité de service. Fait que les tests qu'on a faits, en fait,
Le LAN de l'Université de Québec, il est schématisé par cette switch. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé une switch au risque. Puis j'ai demandé aux gars des EQ, puis ils m'ont donné un VLAN qu'ils utilisent dans le réseau local, fait que je l'ai configuré ici avec la qualité de service. Puis tout ce qui est en vert, c'est la gestion de risque. Fait que c'est comme j'ai joué deux rôles. Je me suis mis à la place du membre à un certain moment, puis après, j'ai mis le chapeau de risque, puis je suis allé ici pour voir. Il y a 4 grandes étapes. Excusez-moi. Il y a 4 grandes étapes pour que ce service fonctionne correctement. Identification du trafic, marquage du trafic, ça c'est la responsabilité du membre. Au risque, on classifie le trafic selon le marquage, puis on donne la priorité à ce trafic. Donc il y a 4 étapes principales, 2 chez le membre, puis 2 chez le risque. Fait que j'ai mis un chapeau, comme étant je suis un membre, puis OK. Je vais identifier mes types de trafic. J'ai mis une caméra avec un codec qui peut générer un stream vidéo puis audio en même temps. Fait que je peux aller jusqu'à 60 mégabits par seconde. Fait que déjà, j'ai identifié mon type de trafic. Puis je l'ai marqué comme le risque me le demande. J'envoie un stream audio, stream vidéo avec les valeurs que le risque me demande. Puis pour simuler le trafic de best effort, j'ai mis un iPerf avec l'Université de Québec pour générer le trafic. Fait qu'on générait 60 megs de Québec à Montréal. Donc la tâche du membre est terminée. J'ai identifié mon trafic, puis je l'ai marqué comme le risque me le demande, puis j'ai envoyé. C'est fini. Là, je mets le chapeau de risque, puis je m'en vais voir sur la switch de risque, est-ce que la troisième étape s'est bien exécutée. La classification. J'ai envoyé 60 megs. Puis à un certain moment, je commençais à jouer sur le marquage. Puis vous voyez, j'ai 20 megs de best effort, j'ai 20 megs de la vidéo, puis j'ai 20 megs de l'audio. Fait que la troisième étape, c'est bien exécutée sur la switch du risque. On le voit ici par ces graphes. Il reste la quatrième étape, la plus importante, c'est la priorisation. Ça ne sert à rien de marquer, identifier, puis classifier. On fait quoi avec? On a classifié, c'est bien beau, c'est juste pour donner la priorité. Pour lui, je donne plus de priorité que lui par rapport à lui, etc. Pour simuler ce scénario, ce que j'ai fait, j'ai envoyé 60 megs de Montréal vers Québec. J'ai simulé une congestion. J'ai fait genre équivalent d'un shaping ou un rate limit à Québec pour dire, ma switch à Québec, tu fais sortir juste 45 parmi les 60 qui viennent de Montréal. Donc, c'est une congestion. Donc, j'envoie 60, je laisse partir 45, il y a 15 mégabits que je dois dropper. Les 15, je dois dropper dans quelle classe de service? Ici, on voit la même chose. On voit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 60 megs, shaping. On voit ici la classification. C'est toujours à Montréal. Là, je m'en vais à Québec. C'est à Québec que j'ai mis le rate limit à 45. Je m'en vais à Québec, je vois ici, c'est 45, tout au long. J'ai mes 20 megs de audio, que j'ai envoyé 46 de Montréal à Québec, ils n'ont pas été touchés. J'ai mon 20 megs de vidéo AF34 que j'ai envoyé de Montréal à Québec, ils n'ont pas été touchés. Les 20 megs que j'ai envoyés à Montréal sont devenus 3 megs. Fait que les 15 megs ont été droppés de la classe Best Effort. C'est le comportement qu'on souhaitait avoir, puis on l'a eu. Le dernier graphe, au fait, il montre les files d'attente. C'est quoi les paquets? C'est dans quelle file d'attente les paquets ont droppé. On voit sur la file d'attente voix, j'ai 0 paquet droppé. La file d'attente vidéo, j'ai 0 paquet. La file d'attente Best Effort, j'ai 1500 paquets qui ont été droppés. Fait que pour terminer cette présentation, je dirais que les tests avancent bien, ils sont en phase finale. Puis la définition finale de ce service, une fois les tests sont achevés, elle va être présentée dans les prochains mois aux instances de risque et les comités consultatifs tarification, puis après le conseil d'administration. D'ici là, pendant cette période-là, le membre peut profiter de cette période pour déjà commencer à marquer son trafic, le classifier, puis envoyer au risque. Même s'il tombe dans Best Effort risque, ça ne change rien. Qu'est-ce que vous allez gagner? Ton setup est déjà prêt. Puis autre chose, c'est encore mieux si vous pouvez monitorer votre classification. Même si le risque est en Best Effort, je vais voir combien mon audio passe.
le risque me réserve 5%, puis moi j'ai 2 mégas. C'est correct, mais si vous voyez votre audio utilise 100 mégabits, vous vous posez des questions, il y a quelque chose qui est mal. C'est déjà, vous vous préparez avant que le risque vous offre le service final avec toutes les exigences. Donc, la présentation est terminée, donc je tiens à remercier pour votre attention. Merci.